Avez-vous la maîtrise de la schizophrénie? Dans cette vidéo, c'est ça notre objectif principal, la maîtrise de la schizophrénie. Et alors, bienvenue dans The Urban Science avec Rafi et Bengo et dans cette nouvelle playlist de neuropsychiatrie. Aujourd'hui, nous allons parcourir tout ce qu'il faut savoir après avoir tout oublié sur la schizophrénie. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons nous attarder aussi sur sa prise en charge qui sera bio-psychosociale. Déjà, c'est quoi la schizophrénie? Retenez que la schizophrénie, c'est un trouble psychiatrique très fréquent et c'est l'un des troubles psychotiques chroniques caractérisés par une altération du contact avec la réalité. C'est comme si le patient vivait dans son propre monde. C'est comme s'il était séparé de la réalité. Elle est d'ailleurs classée parmi les 10 maladies les plus invalidantes selon l'OMS. C'est ainsi aller chercher les autres. Si vous connaissez même un ou une de ces maladies, écrivez-les en commentaire. La schizophrénie touche généralement les jeunes adultes entre 15 et 25 ans. Mais quand nous parlerons de formes cliniques, vous verrez qu'il y aura des formes très précoces et tardives selon l'âge du début. Elle prédomine beaucoup plus chez les hommes avec un sexe ratio homme-femme de 1,4 sur 1. On note un début beaucoup plus tardif chez les femmes que chez les hommes. Il existe un certain nombre de facteurs de risque, des facteurs qui vont accroître les risques de faire la maladie, comme la consommation de cannabis, la migration, l'urbanisation, les stress, ainsi de suite. D'ailleurs, dans la physiopathologie de la maladie, on note d'abord que l'étiologie est multifactorielle. Donc, ça réunit un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Pour faire la maladie, il faut une interaction entre la vulnérabilité du sujet et des facteurs de risque environnementaux. La vulnérabilité du sujet peut inclure les facteurs génétiques, les anomalies du neurodéveloppement, ainsi de suite. Les facteurs de risque environnementaux, c'est ce que nous avions cité, la consommation de cannabis, l'urbanisation, les stress, les complications obstétricales, ainsi de suite. Dans la sémiologie psychiatrique de la schizophrénie, on note 3 grands syndromes. Les syndromes positifs, les syndromes négatifs et les syndromes de désorganisation. Les syndromes positifs correspondent à un ensemble de signes cliniques, notamment les délires et hallucinations. Nous vous invitons à voir nos vidéos qui y sont dédiées. Les délires, il faudra les caractériser selon les thèmes, selon les mécanismes, selon l'organisation, la thématique, les retentissements émotionnels et ainsi de suite. Et les hallucinations qui peuvent être intrapsychiques ou extrapsychiques. Les hallucinations, ce sont des perceptions erronées des stimuli ou des objets réels. C'est-à-dire, les patients peuvent se mettre à entendre des voix, à voir des choses qui en vrai n'existaient pas, à sentir, ainsi de suite, ou à écouter de voix intérieures selon qu'il s'agit soit des hallucinations extrapsychiques qui passent par les organes des sens ou intrapsychiques de voix intérieures. Pour mieux le comprendre, regardez notre vidéo sur les hallucinations. Prenons les syndromes négatifs. Ici, on aura un ensemble de signes cliniques qui, en regardant les patients, on a comme impression de froideur, de détachement ou d'indifférence. Pour mieux le comprendre, voyons ces syndromes sous 3 sphères cliniques différentes. Voyons sous la sphère affective, sphère cognitive et sphère comportementale. Au niveau des affects, on note un émoussement affectif qui se traduit par l'absence d'émotion du visage et dans l'intonation de la voix. Les regards du patient est fixe, sans sourire ou rarement des sourires. Les patients paraissent figés.
Les patients peuvent également perdre sa capacité à éprouver du plaisir aux activités qui l'autrefois lui valaient bien. On parle de l'anédonie. Voyons au niveau de la sphère cognitive ou au niveau de l'intellect. Ici, on va noter une pauvreté du discours. On parle des allogies. Les patients auront des difficultés à converser. Il va se mettre à donner des réponses brèves ou invasives. Au niveau du comportement, on va noter généralement le pragmatisme et la boulie, ainsi que les retraits sociaux. Ici, de base, il faut d'abord différencier le pragmatisme de la boulie. Dans le pragmatisme, la lésion ou le problème central, c'est au niveau de la planification des actions. On sait que la planification, c'est au niveau du lobe frontal. Il y aura un problème de la planification des actions, d'où les patients se mettront à ne rien faire. Alors que dans la boulie, la planification est bel et bien présente. Mais les problèmes sont au niveau de la motivation pour exécuter ce qui a été planifié ou pour maintenir l'action. Ainsi, le pragmatisme et la boulie vont donner naissance à d'autres manifestations cliniques, comme la clinophilie, l'effet de rester collé au lit, ou la négligence de son hygiène. On parle de l'incurie, parce que le patient aura du mal à se laver, à changer de vêtements, ainsi de suite. Mais aussi, ça peut donner naissance au retrait social. Prenons maintenant le syndrome de désorganisation. Dans les syndromes de désorganisation ou de dissociation, comme le nom l'indique, ici les patients deviennent désorganisés, dissociés ou bizarres, suite à la perte de l'unité psychique entre la cognition, les émotions et les comportements. C'est comme s'il n'existait plus de liens réunissant les trois. Nous les verrons également dans ces trois sphères pour mieux les comprendre. Prenons d'abord la sphère de l'humeur ou des affects. Ici, les patients peuvent présenter une ambivalence affective, c'est-à-dire la coexistence simultanée des sentiments opposés envers une même personne, un même objet ou une même situation. Les patients ressentent en même temps de l'amour et de la haine, de l'attirance et du rejet. Exemple, les patients qui disent qu'il aime profondément sa mère, mais affirment dans la même phrase qu'elle veut également lui faire du mal. Toujours au niveau des affects, les patients peuvent présenter une discordance idéo-affective, c'est-à-dire une incohérence entre le contenu de la pensée, c'est-à-dire l'idée et le discours, et l'expression affective. Ce qu'il dit diffère de ce qu'il exprime. Exemple, des patients qui annoncent la mort d'un proche intime, mais ils l'annoncent en souriant. Ça peut paraître bizarre, bien sûr. Cette dissociation ou discordance, peut se manifester aussi par des rires immotivés. Les patients qui rient là où il ne faut même pas rire. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de la cognition. Au niveau de la cognition, on note une altération de la pensée, du langage et du système logique. Au niveau du cours de la pensée, on peut noter des discours diffluents, c'est-à-dire sans idée directrice. Les discours sont vagues, pauvrement structurés, avec des phrases qui s'enchaînent, mais sans progression logique claire. Exemple, vous savez, la vie est compliquée. Enfin, chacun peut finir les études, parce que même les licenciés ont besoin de manger. Mais tout dépend du monde. Et voilà. On peut également noter les discours décousus qui correspondent à une rupture franche des associations logiques entre les idées. Les discours deviennent donc incompréhensibles. Exemple, je suis venu parce que le médecin est une table. La table pense et donc le soleil m'espionne. Ici, vous voyez que c'est vraiment incompréhensible. Mais donc, ne les confondez pas avec la fuite des idées qu'on retrouve dans la manie. Là-bas,
le discours est rapide, la logique est souvent conservée et il y a souvent une association par sonorité. Ne le confondez pas non plus avec la confusion, où il y a trouble de la vigilance, alors qu'ici, la vigilance est claire. On retrouve également au niveau du cours de la pensée les barrages et les fatigues. Les barrages correspondent à une interruption brusque du discours en pleine phrase, suivie d'un silence qui est plus ou moins long. Exemple, je suis venu et la pensée s'arrête là. Alors que dans les fadings, il y a un ralentissement d'abord du discours et une réduction du volume sonore. Exemple, j'étais à la maison et on m'a dit de venir ici. Et voilà. Au niveau du langage, on peut noter des modifications au niveau du débit verbal, qui peut être variable, c'est-à-dire passer de très lent à très rapide. Au niveau de la forme des langages, on peut noter des néologismes, c'est-à-dire les patients créent des nouveaux mots. Dans les discours, les patients peuvent donner des sens, de nouveaux sens à des mots connus, c'est-à-dire ils peuvent déformer des mots. Là, c'est les paralogismes. Mais ici, on peut également noter la jargonophasie ou la schizophasie qui correspond à de nouveaux langages. Et voilà. Au niveau du système logique, on note cette altération, c'est-à-dire l'illogisme. Il y a perte du système logique qui peut se manifester ou qui peut induire des ambivalences, les rationalismes morbides, des raisonnements paralogiques, ainsi de suite. Des rationalismes morbides, c'est un état où les patients construisent un raisonnement logique, mais basé sur des postulats faux, délirants ou absurdes. Donc, c'est comme si on passe de quelque chose qui au début était logique à quelque chose qui finit illogique. Ici, souvent, ça sert à justifier les délits. Exemple, puisque les ondes traversent les murs et que l'État contrôle les ondes, il est donc évident que mes pensées soient contrôlées ou surveillées. Et voilà. Au début, c'était un peu logique, mais ça finit illogique. Pour finir, prenons la sphère comportementale. Ici, on note la stéréotypie gestuelle, les syndromes catatoniques, l'ambivalence comportementale, ainsi de suite. La stéréotypie gestuelle correspond à des mouvements moteurs répétitifs, mais non dirigés vers un but et non influencés par l'environnement. Exemple, le mouvement de main. Les patients qui parlent et il fait à chaque fois des mouvements de main non dirigés vers un but. Les syndromes catatoniques correspondent à un ensemble de symptômes parmi les 12. Donc, 3 symptômes parmi les 12 suivants, parce que c'est un critère. On a la stupeur, la catalepsie, flexibilité séreuse, l'émutisme, négativisme, maintien de posture, stéréotypie, maniérisme, agitation, grimace, écholalie, écopraxie. Si vous avez au moins 3 parmi les 12 symptômes que j'ai cités, là on parle des syndromes catatoniques. Alors pour faire simple, dans la sémiologie psychiatrique, on a 3 grands types de syndromes. Les syndromes positifs, les syndromes négatifs et les syndromes de désorganisation. Mais j'aimerais ici dire un mot sur les syndromes positifs parce qu'on peut également les retrouver ailleurs. Mais dans la schizophrénie, il y a quelques caractéristiques. D'ailleurs, il faut retenir que le délire ici est non systématisé. Le délire est non systématisé et souvent polythématique, à thème de persécution, mégalomaniaque, mystico-religieux, ainsi de suite. Dans les hallucinations, souvent, ce sont les hallucinations auditives qui prédominent. Donc, il y a des voix qui parlent, qui dialoguent entre elles ou qui donnent les injonctions. Mais aussi, il y a l'automatisme mental dans les hallucinations intrapsychiques avec les échos
au niveau de la pensée, le vol des pensées ou insertion des pensées, ainsi de suite. Et voilà ce qu'il faut retenir dans la sémiologie psychiatrique. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Retrouvons-nous dans l'épisode 2 pour la suite de notre programme. Et cela va concerner comment poser les diagnostics de schizophrénie, ses différentes formes cliniques, les diagnostics différentiels, pronostics, prise en charge, ainsi de suite. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez ou votre appréciation pour cet épisode. Merci et bonne suite de temps.